Sud Radio, Le grand référendum. Dimitri Pavlenko. Bonjour à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Le grand référendum, deuxième partie. Notre grand débat ce matin est consacré à l'Église. Amoris Laetitia, c'est le titre de l'exhortation apostolique du pape François rendue publique vendredi. La joie et l'amour, un long texte de 260 pages pour offrir des réponses aux questionnements des catholiques sur la famille. Alors qu'est-ce qui en ressort ? Des avancées insuffisantes aux yeux de certains, significatives pour les autres. En tout cas, les lignes bougent dans l'Église et c'est le message que veut envoyer le pape François. Donner de l'Église catholique une image moins figée, plus ouverte, plus aimable aussi, se rapprocher des fidèles qui se détournent d'elle sous la pression d'églises rivales, plus jeunes, plus dynamiques, face à l'islam aussi qui est en phase de conquête des âmes, que ce soit en Afrique ou en Europe. C'est une bonne occasion de nous pencher sur la place de l'église catholique dans le monde aujourd'hui. Est-elle entrée de plein pied dans le 21e siècle, cette église ? Je vous attends à l'antenne pour en parler, 0826 300 300 et vous votez bien sûr sur sudradio.fr. Dimitri Pavlenko. Le grand référendum. Sud Radio. Alors est-elle entrée dans le 21e siècle, cette église qui change sous les actions du pape François ? Ce pape aujourd'hui qui rêve d'une église, le but n'étant pas pour lui que les églises se remplissent à nouveau, mais d'en casser les murs pour aller en dehors, au devant de la société. Est-elle en train de changer, cette église catholique ? On va en parler ce matin avec nos invités. Je vous les présente. Virginie Thélène, alias Frigide Barjot. Bonjour à vous Virginie Thélène. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Vous êtes la bienvenue, présidente de l'Avenir pour tous, auteur de L'humain plus fort que le marché. C'est publié aux éditions Salvator. On est en ligne aussi avec Odon Vallet, historien des religions. Bonjour à vous Odon Vallet. Bonjour. Alors on va faire un peu de technique et on va se Bonjour Odon. Bonjour cher ami. On va se familiariser un petit peu avec le jargon catholique, Odon Vallet. Exhortation apostolique du pape François rendue publique vendredi. Je rappelle son titre, Amoris Laetitia, la joie et l'amour. C'est la synthèse des deux synodes sur la famille qui se sont tenus à Rome en 2014 et 2015. Alors, pour faire simple, en gros, Odon Vallet, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, le synode, c'est un peu le forum, le parlement de l'Église, l'occasion d'entendre les différents points de vue, les débats qui la traversent, Odon Vallet. C'est une méthode, c'est la méthode du pape François, ça, faire parler tout le monde dans l'Église pour essayer d'arrêter une position à peu près commune ? Tout à fait. Alors, Amoris Laetitia, c'est la joie de l'amour, même si l'amour est une rose avec beaucoup d'épines, mais cette exhortation apostolique, c'est le message final du synode qui a duré 2 sessions en novembre 2014 et novembre 2015. Et là, le pape François fait la synthèse avec quelques petites ouvertures pour les divorcés remariés, parce que d'une part, comme il l'avait déjà écrit, la procédure de reconnaissance de nullité du mariage catholique sera un petit peu plus facile, et d'autre part, parce que dans certains cas, il pourra y avoir accès au sacrement si les prêtres et les évêques du lieu sont d'accord. Pour le reste, il n'y a pas de changement. Alors, en gros, de cette exhortation apostolique, tout le monde est content et personne n'est vraiment satisfait. Le pape François, c'est quoi ? C'est un peu le François Hollande de l'Église, l'art de la synthèse, essayer de mettre tout le monde d'accord sans vraiment contenter personne, Odon Vallet ? Alors, il y a un point commun avec François Hollande, qui vit dans un 3 pièces cuisine, c'est qu'il vit modestement. Ce ne sont pas des hommes d'argent du tout. En même temps, il ne faut pas se tromper sur le pape François. On avait cru qu'avec lui, on aurait des prêtres mariés, des femmes prêtres, etc. Il ferme pas la porte, c'est à ce détail-là. On en reparlera tout à l'heure. C'est pas du tout ça. C'est un homme qui est plus traditionnel qu'on ne le croit, mais qui est ouvert aux pauvres. Il vient d'un pays qui est en pleine crise économique, l'Argentine. Il est ouvert aux migrants. On l'a vu à Lampedusa, on va le voir bientôt à Lesbos. C'est plutôt un pape des gens simples, pas forcément de ceux qui vont à la messe, mais qui pourraient y revenir. Et on voit d'ailleurs en France une légère augmentation de la pratique religieuse depuis 2 ans, depuis l'élection du pape François. Maintenant, la France, c'est 0,8% de la population mondiale et 2% des baptisés, donc ça n'est pas forcément représentatif du monde. Mais il semble qu'il soit bien perçu en Europe, assez bien perçu en Amérique latine évidemment.
En Afrique, c'est un petit peu plus difficile. Par contre, en Asie, il semble qu'il ait vraiment de bonnes relations. Alors c'est vrai que la France n'est peut-être pas le pays le plus représentatif, le plus important aujourd'hui dans le monde catholique. Virginie Thélène, quand on regarde ce que fait ce pape François, c'est d'abord signe d'humilité du pape à travers ses 2 synodes sur la famille qui aboutissent à cette exhortation apostolique. Il envoie un message assez direct. J'ai pas la prétention, moi, souverain pontife, de mieux savoir que ma base, Virginie Thélène. Et oui, et c'est ça le plus, effectivement, moi, je suis une laïque chrétienne, catholique, pratiquante, engagée dans la société. Oula, vous êtes beaucoup de choses à la fois. On peut être laïque, catholique, chrétienne, engagée dans la vie citoyenne, comme vous le dites. Ça s'appelle un fidèle laïque. Et cette exhortation, elle est aussi pour nous, elle est pour l'Église, le clergé, mais aussi pour les fidèles. Et ce qui me semble le plus important, c'est cette nouvelle responsabilisation que nous donne, à laquelle nous exhorte le pape. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre foi ne doit plus être simplement quelque chose qu'on subit, enfin, qu'on vit, mais avec une sorte de soumission d'un magistère qui s'applique, qui nous tombe dessus, une chape de plomb, oui. mais bien... Et qui nous guide que sur des interdits, finalement. Voilà. On est marié avec quelqu'un, on est malheureux, si on s'est marié devant l'église, il faut pas divorcer parce qu'on s'exclut de la communion ou de la confession, c'est une trahison devant Dieu. C'est extrêmement... Il veut inverser cette vision, si vous voulez, c'est un changement total de regard et de dynamique. C'est une nouvelle dynamique. On est passé du jugement. Il n'y a plus de jugement du bien ou du mal. Il veut véritablement le réduire quasiment à néant, mais une bienveillance, un regard d'amour et où est l'amour en premier? Parce que il ne remet pas du tout en cause la doctrine et il a eu une forte, vous le savez, un fort poids plutôt de l'aile conservatrice. On en redira un mot sur les personnes homosexuelles après, mais pour autant, il garde la tradition, il garde la loi de Dieu, mais il nous demande de prendre le regard du Christ, le regard d'amour vis-à-vis de chacun, dans d'abord nos familles, la famille qui est le lieu de l'amour, le lieu de la fécondité, mais pour aller dans la société, ce que vous disiez tout à l'heure et en introduction. Et moi, en tant que laïque, enfin moi et beaucoup de mes contemporains, nous sommes très heureux d'être responsabilisés pour faire ceci. Alors, Odon Vallée, il y a quelque chose qu'il faut rajouter au sujet de François. C'est un jésuite, c'est un pape qui sort des rangs de la comment on les appelle déjà, je me rappelle plus. Enfin, Société de Jésus. Merci, je cherchais le nom. Et Virginie Thélène à l'instant dit le message qu'il envoie. Voilà, il y a plus de bien et de mal. Il y a que des cas. Il faut faire du cas par cas. Le cas de chacun finalement qui doit guider la décision de l'Église derrière. Il n'y a plus de bien et de mal. Me permets, pour aller vers l'idéal de l'amour. Il repose l'idéal absolu du mariage, de l'homme, de la femme, dans la fécondité indissoluble. Mais il y a un reproche qui lui est fait d'ailleurs par l'aile conservatrice de l'Église. Alors là, on peut dire que dans l'Église, c'est un mot qui est très fort. Relativisme. Il n'y a plus de bien et de mal. On peut être un bon chrétien, un bon catholique, tout en divorçant, Odon Vallée. C'est quand même très grave cette accusation. Alors, le pape est jésuite et les jésuites pratiquaient au XVIIe siècle en France et ailleurs la casuistique, c'est-à-dire qu'on étudiait au cas par cas chaque problème moral. Ils s'étaient opposés aux jansénistes très rigoureux et à Port-Royal en France très rigoureux moralement, avec des gens comme Racine et Pascal, ne l'oublions pas. Oui, qui disaient on peut se comporter aussi bien qu'on veut de son vivant, le paradis n'est absolument pas garanti. C'est Dieu qui aura le dernier mot et on n'en saura jamais rien de son vivant. Moralement très très rigoureux, voire rigide, Pascal et puis Racine. Les jésuites étaient beaucoup plus coulants parce qu'ils savaient très bien qu'à la cour du roi de France, il se passait des tas de choses. En même temps, cette casuistique a eu vite des limites et on peut se demander, comme vous le dites très justement, si les conservateurs qui n'aiment pas le pape François seront d'accord. Comme le pape a dit qu'il voulait une église synodale, c'est-à-dire collégiale, je pense que ces réformes concernant le mariage seront bien appliquées dans certains pays, dans certains diocèses où les prêtres et les évêques sont d'accord avec lui.
Il est clair que dans des pays, par exemple en Afrique, où les évêques ne sont pas d'accord avec lui, l'application sera plus difficile. Mais même en France, tous les évêques ne sont pas d'accord là-dessus. Alors d'ailleurs, Odon Vallet, dans la méthode, Virginie Tellen aussi, je peux me Oui. tourner vers vous pour commenter ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites, il change pas le dogme, hein, il ne touche pas à la loi fondamentale Non. de l'Église. Bah, c'est celle de Dieu. Oui. Donc, qui serait-il pour changer la loi de Dieu? Et c'est en cela il reste fort face aux conservateurs. Il ne touche pas au dogme. Il touche pas au dogme, mais il dit j'appelle à plus de souplesse dans l'interprétation de la loi divine. Et du coup, quelque part, il envoie un message aussi très fort. On retrouve un peu des termes de politique laïque. C'est la décentralisation. Il est en train de dire ça. on fera un peu comme on veut, selon qu'on est en Afrique, en Amérique du Sud ou bien en Europe finalement. Il dit, en outre, dans chaque pays ou région, c'est l'article 3, en outre, dans chaque pays ou région, peuvent être cherchées des solutions plus inculturées, attentives aux traditions, aux défis locaux. C'est en fait, vous savez qu'il y a plusieurs façons dans l'Église catholique, dans l'Église entre Rome d'ailleurs et l'Église orientale, des rites et des liturgies différentes. Il est très attentif à ça et ça donne l'universalité. Il redonne une nouvelle définition de l'universalité du catholicisme. Alors pape, très politique ce pape François finalement, Odon Vallet, lui-même dit mon exhortation apostolique là, à Maurice Laetitia, elle est très rusée, la rédaction du texte est extrêmement rusée. Mais c'est quoi son but finalement, Odon Vallet ? Retrouver, ramener les fidèles finalement sur le chemin de l'Église en leur disant écoutez, on sera plus souple moralement, on sera ouvert à plus de compréhension. C'est ça le message qu'il envoie au Odon Vallet finalement, et ça repose l'éternelle question que se pose l'Église depuis toujours. C'est quoi sa vocation ? C'est accompagner le monde moderne, y compris dans certaines de ses dérives. C'est comme ça certains pourraient les appeler, ou bien lui rappeler ce que c'est le droit chemin, Odon Vallet. Voilà, alors si vous voulez, il avait dit dès le début, je suis un peu rusé et un peu naïf. Là, je pense qu'il est un peu naïf, mais très rusé. Cela étant, qu'est-ce qu'il veut ? On n'en sait rien, parce que lui-même n'en sait rien. Il n'avait pas été prévu qu'il soit élu. Il avait d'ailleurs son billet de retour pour Buenos Aires. C'était une grande surprise. Lui-même ne pensait pas du tout qu'il serait pape, et surtout, il ne pensait pas avoir une telle popularité. Dans ces conditions-là, il ne sait pas au juste jusqu'où il peut aller. Il mesure que les années lui sont comptées. Il a dit qu'il ferait comme Benoît XVI, qu'il renoncerait quand il serait trop vieux. Il veut nommer des évêques et des cardinaux qui soient dans ses idées pour que son œuvre soit continuée. Mais il ne sait pas au juste jusqu'où il pourra aller. Manifestement, pour les homosexuels, il a fait un grand pas en arrière. Non. Pour les divorcés remariés, c'est moins le cas. Il sait très bien que il est limité. Comme le disait le pape Jean XXIII au Vatican, il y a 12 personnes au-dessus de moi. Il sait que certains cardinaux, comme le cardinal Sarah en Guinée et donc en Afrique, est plus puissant que lui en Afrique probablement. Donc il est prudent et il a raison d'être prudent. C'est vrai que Est-ce que ces lois sont les lois de l'Église, les lois de Dieu ? C'est discuté, le pape François lui-même d'ailleurs en discute. Il pense qu'on ne peut pas appliquer de la même façon les règles de l'Église selon les pays et les continents. Je pense qu'il a raison. Il sait que s'il allait un peu trop loin, il y aurait une réaction immédiate et peut-être un schisme. Donc il est sur ce plan-là plutôt partisan d'une certaine modération qui, jusqu'à présent, lui convient bien. On va filer la comparaison avec le Parti Socialiste et François Hollande, finalement, Virginie Tellen. Faut tenir la boutique, alors qu'il y a des tendances. Politique. Oui, il y a des tendances quand même radicalement opposées au sein de l'Église. Mais bien sûr, vous avez écoutez, moi j'ai pu rencontrer 2 prêtres ce week-end juste à la sortie donc de l'exhortation, un prêtre, on va dire, qui déjà appliquait de son point de vue dans les faits jusqu'à confesser et donner l'Eucharistie à des divorcés remariés en fonction évidemment de leur situation, et il est absolument ravi
de voir que enfin il n'y a plus de condamnation totale et il y a une miséricorde inconditionnelle. Je suis tombé sur un autre qui est en soutane, plus rigide, on va dire, et qui lui trouve que on peut pas faire une chose pareille parce que Jésus a dit que le mariage est indissoluble. Donc, vous voyez bien hier le cardinal Sarah était à Argenteuil devant la tunique, la sainte tunique du Christ. Oui, ce cardinal plus puissant que le pape peut-être en Afrique, nous disait à l'instant Odon Vallet. C'est vrai. On parle même de lui pour une succession. Je dois dire qu'à Argenteuil, on était effectivement dans le monde catholique traditionnel, des gens beaucoup plus conservateurs que j'ai moi-même bien connu, que je connais bien pour avoir mené le combat en 2013. Oui. Ce que je voulais vous dire, c'est comment a-t-il fait ? Il y avait 2 sujets effectivement très importants dans le synode. On est parti d'une proposition du Saint-Père, notamment sur les personnes homosexuelles, qui était très ouverte. Il y a eu recul quand même. Il disait même, il n'y a pas très longtemps, quand même, au JMJ de Rio, il dit qui suis-je pour juger une personne homosexuelle. On s'était dit... Bien sûr, pas de jugement, c'est ce qu'on a dit, pas de jugement. Oui. Mais moi, j'ai bien suivi, c'est mon, je vais dire entre guillemets, c'est mon sujet par rapport à la loi de mariage homosexuel de 2013. Donc, je travaille vraiment cela et encore aujourd'hui à l'avenir pour tous. On a des propositions et c'est vrai que cette exhortation m'incite à aller dans la société, essayer d'expliquer tout cela. Mais donc sur l'union homosexuelle, on peut dire quand même que cette exhortation, d'une certaine façon, la reconnaît dans la société. Et elle reconnaît l'union homosexuelle dans le sens où ça n'est pas un mariage. Oui. Et c'est très important qu'il y ait ce regard de reconnaissance, même à contrario. Dans l'article 52, le pape dit... Ça, c'est lui qui dit, nous devons reconnaître la grande variété des situations familiales qui peuvent offrir une certaine protection. Mais les unions de fait ou entre personnes du même sexe, par exemple, ne peuvent être placidement comparées au mariage. Pour autant, elles existent. Et ça, c'est la première fois qu'on le dit comme ça. Évidemment, par rapport à sa première proposition qui parlait des couples qui vont adopter des enfants, des couples homosexuels et qu'il fallait intégrer dans la communauté ecclésiale, on peut parler d'un... Il y avait une vraie ligne de rupture quand même. Mais vous avez bien vu ce qui s'est passé au synode. Le premier synode, on n'a pas pu voter les articles. Il y avait il a été sorti des services du Saint-Père une exhortation intermédiaire en 2014 qui était très ouverte aux homosexuels. Effectivement, il a reculé dans la rédaction, mais ça a été voté par tous les pères synodaux il y a quand même 2 articles sur les homosexuels. Alors, et sur cette union qui est reconnue. On va marquer une pause, Virginie Tellen. L'Église qui tend la main d'un côté aux unions libres, aux divorcés remariés. L'Église qui campe aussi sur ses positions au sujet du mariage gay, de l'avortement. Église aussi jugée très passive, voire complaisante vis-à-vis de ces prêtres impliqués dans des affaires de pédophilie. Est-ce que cette Église-là, cette Église portée aujourd'hui par le pape François, vous semble être entrée dans le 21e siècle ? C'est la question qu'on vous pose sur sudradio.fr. Jean-Marie Bordry, qu'en pensent les auditeurs ? Eh bien, des auditeurs plutôt optimistes qui considèrent à 63% d'entre eux sur sudradio.fr qu'effectivement, l'Église semble bel et bien être entrée dans le 21e siècle. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Le grand référendum. 3 ans après son arrivée au Saint-Siège, le pape François qui bouscule quelque peu les pratiques au sein de l'Église. On ne touche pas à la loi fondamentale de l'Église, mais on incite à plus de clémence, plus de compréhension à l'égard des situations des familles, puisque c'est l'objet de cette exhortation apostolique qui est rendue publique vendredi. Amoris Laetitia, la joie de l'amour. Pour en parler avec nous ce matin, Virginie Tellen, alias Brigitte Barjot, présidente de l'Avenir pour tous, auteur de L'humain plus fort que le marché, publié aux éditions Salvator. Odon Vallet, historien des religions. Odon Vallet, côté pile, c'est vrai, c'est cette église qui tend la main aux unions libres, aux divorcés remariés. Côté face aussi, cette église qui campe sur ses positions au sujet du mariage gay, de l'avortement. Église aussi au centre de plusieurs polémiques dans le monde à l'égard de sa relative passivité vis-à-vis des affaires de pédophilie qu'on découvre un petit peu partout. Finalement, sur la question de la famille, est-ce que c'est une révolution qui est en cours ou bien tout simplement des ajustements, des petits ajustements, et on rompt pas avec les mauvaises pratiques finalement?
Alors, c'est tout le problème, parce que si vous lisez le catéchisme de l'Église catholique, toute relation sexuelle est interdite, sauf si elle a lieu dans le mariage, en vue de la procréation. Bien entendu, la pilule est interdite, et la masturbation aussi, ça fait beaucoup. Or, le pape François est volontairement discret sur ces sujets-là. Il est obligé de faire très très attention. L'homosexualité, comme l'a très bien dit notre ami Frigide, le pape a reculé, mais il ne pouvait pas faire autrement. Et il sait très bien en plus qu'il y a une confusion entre homosexualité et pédophilie. Il sait également qu'en Afrique, dans plusieurs pays, l'homosexualité est punie de mort. Il sait également, en sens inverse, qu'il y a beaucoup de prêtres homosexuels. Il sait que certains prêtres bénissent des unions homosexuelles, pas des mariages, mais des unions. Il sait qu'il y a des paroisses qui sont officiellement dédiées aux homosexuels. Donc, il est obligé de tenir compte de faits contradictoires. Et ma foi, on pourrait dire, comme le disait Aragon, je me croyais libre sur un fil d'acier quand tout équilibre vient du balancier. Oui. Le pape essaye de tenir ce balancier, c'est difficile, il ne faut pas compter des évolutions très rapides parce que sur un fil d'acier, vous avancez à tout petit pas. Mais sur la question de la contraception, sur la reconnaissance du mariage gay, finalement, on a une vision un peu en trompe-l'œil finalement de France. On s'imagine que ce qui nous paraît être la normalité, finalement, ramené à l'échelle du monde, ramené à l'échelle du monde catholique, au Don Valais, on n'en est pas du tout là. Alors écoutez, l'encyclique Humanae Vitae du pape Paul VI en 1968, qui interdit la pilule, a été prise par le pape alors qu'il y avait une très légère majorité d'évêques favorables à la pilule. Mais c'est le cardinal Wojtyła, futur Jean-Paul II, qui a fait pencher la balance du côté du non à la pilule. L'ordination d'hommes mariés à la demande des cardinaux et évêques hollandais, il y a eu un synode en 1970 et c'était quasiment du 50-50. Donc en réalité, il y a toujours eu une majorité et une minorité extrêmement proches, mais le pape ne veut pas déclencher. Mais à la fin, ce sont les conservateurs qui gagnent finalement, on a l'impression. Oui, ils gagnent parce que c'est plus facile de laisser quelque chose en place que de changer. Oui. Alors, je peux rebondir sur ces deux sujets très importants, le mariage gay, la contraception et évidemment l'avortement. Le pape se rend bien compte des évolutions de la société, il n'est pas le seul d'ailleurs, il a repris le travail des pères synodaux, et il faut bien voir que cette exhortation est dans la droite ligne de Laudato Si, qui est un texte très important sur l'écologie et sur l'écologie humaine. Là, on est dans l'écologie familiale. Si vous voulez, le pape sait une chose, c'est qu'il y a une révolution biotechnologique dans le domaine de la procréation humaine aujourd'hui. Et ce qu'il veut préserver, c'est cette vie naturelle pour éviter, évidemment, qu'on passe dans une société où l'être humain devient un objet de marchandisation et de transformation extrêmement grave. Mais ça, c'est un débat qui excède largement le cadre de l'Église. Aujourd'hui, il y a des positions en matière de bioéthique qui sont extrêmement fortes, ne serait-ce qu'en Europe aujourd'hui, Virginie Tellen. Dans la société civile, on en parle souvent. Cet enfant à la carte, aujourd'hui, personne n'en veut. Eh bien, c'est tout le problème. Et simplement, le pape nous redit que c'est à l'origine de la vie qui est dans le couple homme et femme, dans la sexuation homme et femme, qu'il faut préserver tout cela. Je me permets de le citer. Mais est-ce qu'au nom de ça, finalement, on n'est pas en train de bloquer sur tout le reste? Parce que quand on dit au nom de la possibilité peut-être qu'offrir à la science demain d'un enfant à la carte, on bloque sur la contraception. Ça fait 40 ans la contraception quand même. On ne bloque pas. Oui, alors effectivement, là, il y a absolument rien de précurseur de nouveau dans cette exhortation, c'est certain. Mais le pape aussi sait très bien qu'il va pas réveiller ces conservateurs qui font une espèce de fixation là-dessus, alors même qu'il a à nous faire comprendre que d'abord nous devons dans les sociétés occidentales essayer de
trouver la juste ligne, nous on a des législations aujourd'hui qui sont passées par-dessus la procréation homme et femme. Donc je parle notamment du mariage homosexuel en France. Le pape, enfin, il n'y a pas de GPA autorisé pour les couples gays. Moment. Mais oui, mais vous savez ça va pas revenir avant un moment, vous le savez aussi très bien. C'est une tendance. Ça dépend. Il faut pouvoir avoir des textes, notamment pour les chrétiens, de pouvoir s'appuyer là-dessus, notamment quand le Saint-Père nous redit que nous sommes appelés à sauvegarder notre humanité et avant tout de l'accepter comme elle est. Elle est naturelle. C'est véritablement le fait de préserver aussi notre maison commune, notre famille commune. Voilà. Alors la contraception, évidemment, l'avortement, et de toute façon l'Église, vous ne le ferez pas changer sur l'avortement, sur la contraception, c'est au laïc. C'est comme sur l'homosexualité. Moi, ce que je veux dire comme message, c'est aux laïcs d'avancer dans la société. L'Église n'a pas à se prononcer là-dessus finalement. Mais enfin, voilà. Écoutez, il y a vraiment beaucoup de problèmes à régler aujourd'hui. On le vit de plein fouet en France. Il y a des problèmes internes. Le pape, il demande qu'il y ait une miséricorde qui soit mise en œuvre partout, dans l'Église et dans la société. Déjà un peu de bienveillance, c'est pas mal. Et rompre avec Odon Vallet, ce qu'on appelait aussi le risque de l'intransigeance finalement. Est-ce que c'est si risqué que ça pour un pape de se montrer intransigeant sur ces questions de société, que ce soit le mariage ou la contraception, parce qu'on a l'impression quand même qu'à la fin, ce sont toujours les conservateurs qui l'emportent, Odon Vallet. Oui, alors est-ce que c'est risqué? C'est curieux, mais les jeunes sont souvent plus rigoureux, voire plus stricts que leurs aînés en matière morale. On a vu, si vous voulez, en 1997, lors de la nuit passée sur le Champ de Mars, qu'il y avait des préservatifs, donc il y a des jeunes qui faisaient l'amour. Mais dans le même temps, vous avez des jeunes qui vont réclamer une morale assez stricte, peut-être plus stricte que la génération des parents ou des grands-parents qui ont connu l'épreuve du temps. Donc la position du pape est extrêmement délicate. En Afrique, les évêques et cardinaux vont réclamer une morale très stricte, mais ils savent très bien qu'en gros 50 à 60% des prêtres africains ont une compagne et ont des enfants. Et quelques-uns ont un compagnon. C'est tabou, mais c'est une réalité. Mais on ne le dit pas. Tandis qu'en Europe, on souhaite une transparence sur toutes ces questions-là. Mais ça paraît normal, parce qu'aujourd'hui, le lien est fait, Odon Vallet, dans le débat public, entre le célibat des prêtres et les affaires de pédophilie aujourd'hui, Odon Vallet. Pourquoi l'Église ne se saisit pas de cette question-là Le gros problème, ça n'est pas lié, cher ami. Il y a des prêtres qui ont des relations avec des mineurs, c'est vrai, mais vous avez des hommes mariés, pères de famille, instituteurs, moniteurs de sport. Mais ça, on relativise toujours. On dit toujours aussi, regardez dans l'éducation nationale, il y a aussi des affaires de pédophilie. Pas seulement, dans les directeurs de chorale, les moniteurs de sport, il y en a un peu partout. Mais quand vous entendez un prélat dire, Odon Vallet, quand vous entendez un prélat comme Monseigneur Lalanne dire, je ne suis pas sûr que ce soit un péché, la pédophilie, c'est quand même assez ahurissant comme déclaration. Mais là, il a dérapé. Monseigneur Lalanne, il est revenu dessus. Fait une erreur de communication, mais ce qu'il a dit est juste, puisque pédophilie en grec, ça veut dire amitié pour les enfants. Oui, mais enfin ça n'a rien à voir avec le sexe. Alors, on sait très bien ce que c'est, quoi. Avec le sexe, c'est abus sexuel. Enfin, dans son acception moderne, le mot renvoie un peu plus que de l'affection, quand même. Il faut faire très attention. Le mot pédophilie ne figure pas une seule fois sur le code pénal. C'est abus sexuel, agression sexuelle, viol. Sexual abuse en anglais. Il faut être très très attentif à ça, parce que si on n'est pas vraiment très proche du code pénal, on risque des retours en arrière assez vertigineux, du type confusion, homosexualité, pédophilie, et ça nous renvoie aux heures les plus sombres de l'histoire européenne. Odon Vallet aussi, Virginie Tellen. Oui, je suis là. Je pouvais vous dire quelque chose quand même sur le sujet de finalement les conservateurs gagnent toujours à la fin. Mais cette exhortation, elle nous prouve le contraire. Sur les divorcés mariés, le pas est franchi. On peut donner le sacrement de réconciliation et le sacrement d'Eucharistie qui va avec, bien évidemment. Le pape, il y a plusieurs articles qui en traitent, et là où il est très malin, c'est-à-dire qu'il ne veut pas choquer en mettant dans le texte, parce qu'il reprend déjà la rédaction des pères synodaux, il ne veut pas choquer en étant trop explicite dans le texte qui était celui des pères synodaux, mais alors là où il est très malin, c'est qu'il a quand même,
inclut cette possibilité des sacrements dans des notes de bas de page qui sont incroyables. Il faut bien lire le contrat jusqu'au bout, alors. Jusqu'au bout, exactement, vous avez raison. Dans certains cas, c'est la note 351 qui renvoie à un des articles. Dans certains cas, il peut s'agir aussi de l'aide des sacrements. Le mot est lâché. Voilà pourquoi, aux prêtres, je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture, mais un lieu de la miséricorde du Seigneur. Oui. Eh bien, vous voyez, le progrès, enfin, en tout cas, l'ouverture, la miséricorde. Oui. On est dans l'année de la miséricorde. Tout est pensé par ce pape. Et dans cette année de la miséricorde, il a poussé la porte de la miséricorde dans le confessionnal. Oui, alors, cette exhortation apostolique, hein, rappelons-le, donc, texte de compromis, rien ne change sur la doctrine, mais on assouplit les pratiques. Allons voir un petit peu ce qui se passe aussi à l'étranger, au Don Valais. Ça fait partie aussi des évolutions intéressantes de l'Église. En Irlande, le mariage gay reconnu au mois de mai l'année dernière, ça a été vécu comme une véritable gifle dans un pays qui est encore aujourd'hui très chrétien, très catholique également, au Don Valais. En France, au même moment, c'était au mois de juin l'année dernière, l'Église protestante unie de France qui autorise la bénédiction des couples de même sexe aujourd'hui. Ça divise énormément. Alors ça divise, c'est vrai. C'est passé à une micro-majorité, même pas, voilà. Sur ces questions-là, aujourd'hui, c'est vrai que l'Église est aussi très fortement concurrencée par des églises, je le disais en introduction, des plus jeunes, des églises rivales, comme les églises évangéliques, par exemple, au Don Valais. Oui, alors les églises évangéliques sont plutôt sévères. L'Église protestante unie de France, qui a admis, après beaucoup de débats et de divisions, comme l'a justement dit Frigide, cette Église-là, elle a de moins en moins de fidèles, alors que les évangéliques, qui sont sévères moralement, ont plus de fidèles. De la même façon, si vous voulez, vous avez une femme évêque qui vit avec une compagne dans l'église luthérienne suédoise, vous avez un évêque épiscopalien américain qui vit avec un compagnon, mais ce sont des églises plutôt dans le déclin. Curieusement, c'est la morale sévère qui l'emporte, au moins à court terme. Mais le vrai problème pour l'Église catholique, c'est qu'elle se trouve en concurrence à la fois avec des églises plus tolérantes comme l'Église protestante unie de France, ce sont les historiques qui remontent à Luther et à Calvin, et en même temps en concurrence avec des évangéliques qui sont des églises beaucoup plus récentes, mais qui sont plus sévères sur le plan moral. Oui. Alors quel camp choisir? Est-ce qu'il faut être entre les deux? Moi, j'aurais tendance à dire, comme le vieil adage latin, in medio stat virtus, le courage est au milieu. Virginie Tellen, vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Oui. Mais il faut se rendre compte aussi de l'évolution de nos sociétés aujourd'hui, d'une sorte de crispation identitaire qui est en train de se passer. Je ne prends que l'exemple de notre pays, où on voit effectivement une radicalisation dans des populations complètement abandonnées. C'est des écoles où le taux d'échec scolaire est épouvantable, donne lieu. Ce sont des viviers là où recrutent les djihadistes, et ces gens n'ont plus d'idéal, et ils vont donner leur vie et ils vont donner la mort, alors que l'Église chrétienne catholique nous propose un idéal jusqu'à donner sa vie comme le Christ, mais évidemment ce n'est pas le but, puisque c'est la vie qui est proposée dans la famille, mais à plutôt choisir la solution de l'amour, de la vie, de la paix. Vous voyez bien que partout aujourd'hui monte une montée aux extrêmes, et on sent la guerre qui est proche, et le Saint-Père il propose à la planète aujourd'hui le contrepoint, il nous propose la paix. C'est ça qui me semble le plus important dans cette exhortation, c'est que face effectivement, on va pas compter des marchés, une concurrence des religions, et elle existe, c'est certain, et face à la perte des valeurs, le Saint-Père nous dit, enfin l'Église nous dit aujourd'hui, vivez de l'amour. Faites l'amour et pas la guerre. Et ben voilà, faites vivre l'amour et pas la guerre, plus exactement. Mais on peut faire. Attendez, il parle d'érotisme aussi, il parle de caresses, évidemment dans le couple conjugal qui donne la vie. Mais c'est impressionnant, hein, et on est presque à l'orgasme même de façon imagée dans notre exhortation. On n'aurait pas cru ça pour Amen, alléluia. Les courageux qui sont allés au bout des 260 pages de cette exhortation apostolique, lue très en détail, en tout cas par Virginie Tellen qui était avec nous ce matin, dont je rappelle le titre du dernier ouvrage,
L'humain plus fort que le marché, c'est publié aux éditions Salvator. Merci à vous aussi, Odon Vallet, historien des religions, pour vos lumières sur ce sujet. L'Église est-elle entrée de plein pied dans le 21e siècle ? Comme quoi, finalement, accompagner moralement la société civile, c'est peut-être pas forcément la mission de l'Église. Qu'est-ce qu'ils en pensent, nos auditeurs ? Eh bien, ils sont de plus en plus partagés. 49% de nos auditeurs qui pensent que oui, l'Église est rentrée de plein pied dans le 21e siècle. Ça veut dire que quand même une courte majorité pense que l'Église a encore des progrès à faire. On peut aussi avoir un avis différent. Je pense qu'il y a des sujets plus importants. Il faut aussi parler des choses qui vont bien. Qu'on nous donne la parole. Le forum du grand référendum. Et oui, c'est le moment de prendre la parole dans le forum du grand référendum. Commentez l'actu avec nous, vos coups de gueule, vos coups de cœur. Il y a plein de choses dans l'actu en ce moment. Vous n'hésitez surtout pas, vous êtes les bienvenus. 0826 300 300, que ce soit la primaire à gauche, la nuit debout, ces conducteurs qui roulent sans assurance, l'arrestation aussi de ce Mohamed Abrini aussi, et ces informations un petit peu effrayantes qu'on découvre, que semble-t-il un nouvel attentat était en préparation sur Paris. 0826 300 300, tout ça pour en parler ensemble dès maintenant. Autour de cette table avec moi, Kevin Michel, votre info du jour, Kevin. On va parler de création d'emplois en Chine, non pas pour les humains mais pour les robots. Vous allez voir, c'est assez effrayant. Alors, les robots qui remplaceraient... il y a des chiffres assez intéressants que vous allez nous donner. Jean-Marie Bandry, votre info du jour. On va parler de Facebook, le réseau social, qui s'inquiète, Dimitri, parce qu'il semble que les utilisateurs du réseau social partagent de moins en moins leur vie privée sur le site. Alors, moi, je vais vous parler de la COP21, l'accord de Paris, vous vous rappelez, signé en décembre 2015, 195 pays qui s'engagent à lutter ensemble contre le réchauffement de la planète. Alors, quel bilan carbone pour la COP21 ? C'est intéressant de voir si on a eu affaire à de beaux donneurs de leçons. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Alors, bilan de cette semaine diplomatique très intense, 2 semaines de débat plutôt, 14 800 visiteurs par jour sur le site du Bourget, au Parc des Expos du Bourget, plus de 67 000 participants. Alors, je vais vous donner le chiffre, roulement de tambour. On avait envisagé un bilan de 21 000 tonnes d'équivalent CO2. On est à 9 200 tonnes. Bravo, la COP21 finalement. Joli bilan carbone. Ça fait 9 kilos de CO2 par jour et par personne. 5 fois moins que ce qu'on avait connu à Lima en 2014. On était à 50 kilos. Alors, comment ça se fait qu'on ait eu un aussi bon bilan carbone à cette COP21 ? L'utilisation d'abord de matériaux recyclables, réutilisables. Le fait que, on pouvait utiliser les transports en commun pour s'y rendre. Il y avait aussi une chaudière à gaz haute performance, plus économe en énergie sur place. Rappelons aussi qu'il n'a pas fait très froid, donc du coup on n'a pas beaucoup chauffé. Et puis il y a aussi le contexte sécuritaire. Rappelez-vous, on était quand même un mois après les attentats de Paris. Résultat, il y a eu moins de monde et ce monde a moins circulé que si on avait été dans une période un petit peu normale. Alors tout ça serait formidable si on n'a rajouté pas, évidemment, le bilan carbone des avions qui ont permis à tout ce monde venu du monde entier de se rendre sur Paris. Alors là, par contre, on déchante un petit peu, 43 000 tonnes de CO2 à travers ces trajets en avion pour tous les participants à la COP21. Vous voyez, c'est 4 fois plus que le bilan carbone sur site. C'est quand même absolument terrifiant. Vous savez, vous connaissez un petit peu le principe. Un trajet en avion par an, ça représente entre 500 kilos et 1 tonne de CO2, sachant que le bilan moyen d'un Français aujourd'hui, c'est 500 kilos par an. Aujourd'hui, vous faites un aller-retour en avion et déjà, vous avez cramé votre quota. Reste qu'on est quand même assez loin, vous savez, du niveau des Américains qui sont à 5 tonnes de CO2 par an en moyenne. C'est absolument colossal. Oui, mais les États-Unis, c'est plus grand, plus étendu. Du coup, vous êtes davantage obligé de prendre l'avion pour vous déplacer qu'en Europe où les distances sont finalement plus courtes. Et sur cette COP21, on pourra rajouter, vous vous rappelez, il y avait eu cette polémique sur l'emploi à la COP21. Qui est-ce qu'on a embauché pour cette COP21 ? Rappelez-vous cette polémique sur les travailleurs détachés qui étaient venus d'Europe de l'Est pour bâtir sur place tous les stands, tout ce qu'il fallait construire pour cette COP21. Semble-t-il, apparemment, les collectivités locales ont récupéré quand même près de 173 millions d'euros en termes de contrats. Donc ça a eu quand même un impact sur l'économie locale en Seine-Saint-Denis. Alors Kevin Michel, lui, va nous faire peur parce que c'est pas des travailleurs détachés qu'on va embaucher en Chine bientôt, mais des robots. Des robots détachés, voilà. Ça se passe en Chine, où les robots n'étaient pas forcément très présents jusqu'à aujourd'hui. On en compte à peu près 2 pour 1000 employés. À titre de comparaison, il y en a à peu près 30 pour 1000 en Allemagne ou encore au Japon. Donc on est loin de ces niveaux. Le problème, c'est que même en Chine, la main-d'œuvre se fait de plus en plus rare et surtout de plus en plus chère. Du coup, on a pris des décisions radicales. Dans les 4 prochaines années, environ 3,5 millions d'emplois seront
sont assurés par des robots. Alors on en vient évidemment à cet éternel débat. Est-ce que ces robots vont prendre nos emplois? C'est vrai qu'aujourd'hui on en voit un petit peu partout. Il y a des machines partout, au péage, au pressing, aux caisses de supermarché. Et puis les robots existent aussi déjà, notamment avec la SNCF qui, vous vous en souvenez peut-être, a lancé à la fin de l'année dernière un humanoïde capable donc de renseigner les voyageurs dans les gares. Alors certains disent qu'ils ne prendront pas nos emplois, mais qu'on travaillera un petit peu différemment, que ces robots viendront tout simplement nous aider. Alors c'est vrai que quand un inventeur anglais a montré pour la première fois à la reine la première machine à tricoter, c'était en 1589, elle s'était écriée, imaginez un petit peu ce que cette invention pourrait faire. Elle va mener mes pauvres sujets à la ruine et les priver d'emploi, c'est ce que donc disait la reine d'Angleterre en 1589. William Lee, donc l'inventeur de cette machine, avait d'ailleurs quitté l'Angleterre pour la France. Il a bien fait parce qu'on rappelle, juste pour la petite histoire au passage, que son associé a été exécuté. Alors oui, les robots font peur en Chine comme ailleurs. Malgré tout, depuis la révolution industrielle, il faut quand même rappeler qu'il y a eu plus d'emplois créés grâce aux machines que d'emplois détruits. Ces robots serviront donc en Chine à accomplir des tâches routinières dans l'industrie, mais ce qui interpelle véritablement, c'est qu'on a aujourd'hui par exemple des banques qui font appel à eux pour du conseil en gestion du patrimoine, notamment. Oui, c'est plus juste les automates qui distribuent et les voilà, billets, donc là on est véritablement sur du travail intellectuel. Alors pour la petite histoire également, la cohabitation n'est pas toujours très efficace. On sait qu'à Canton, dans le sud du pays, il y a une chaîne de restaurants qui employait des robots pour faire le service. Elle le revendiquait dans ces 3 ou 4 restaurants et elle a été obligée de les licencier parce qu'ils n'étaient pas capables, par exemple, de porter des soupes ou des plats en sauce. Voilà, il y a 2 ou 3 restaurants donc qui ont fermé en Chine, alors que ces restaurants, revendiquaient. Vous aviez des robots qui passaient entre les tables et qui parlaient même aux clients et qui disaient voilà, voici votre commande, qu'est-ce que vous voulez en plus, etc. Ah oui, voilà. Donc un vrai robot humanoïde. Oui, mais cohabitation, pas toujours très efficace. Pas toujours. Alors ça fait peser un vrai risque et ça c'est les adorateurs des robots s'en inquiètent beaucoup. Vous savez ce que c'est le ludisme? Avez-vous déjà entendu parler de ce mot? Du tout. Ça vient du nom d'un ouvrier irlandais qui s'appelait Lud, L-U-D, qui au début du 19e siècle avait mené une révolte dans la fabrique qu'il employait où le propriétaire avait décidé de substituer au travail humain le travail des machines. Et Lud ainsi que tous ceux qui étaient derrière lui sont rentrés dans l'usine, ont cassé toutes les machines. Et c'est resté ce mot de ludisme, c'est la révolte violente contre les machines quand elles vous piquent votre boulot. Il y a aussi ce chiffre assez... On n'est plus en 1589, mais quand on parle de l'associé de l'inventeur donc de cette machine à tricoter qui a été exécutée quand même à l'époque, c'est parce qu'on avait peur effectivement. Mais parce qu'il y a une vraie concurrence, le travail des machines qui concurrence le travail des hommes. Quand on sait que je sais plus la Fondation Concorde, je crois, qu'avait estimé que ce serait 3 millions d'emplois qui seraient détruits en France. Après, vous prenez le cas de la SNCF. La SNCF risque de lancer aussi des robots pour nettoyer les halls de gare, mais la SNCF s'engage à ne pas détruire d'emplois. Alors évidemment, c'est le gros point d'interrogation. La SNCF dit simplement, ça viendra en appui, en soutien à des agents qui seront donc dans les gares. C'est pour leur faciliter un petit peu le quotidien. Bon, on est évidemment très sceptique. On a dit la même chose aux caissières, remplacées par des scans automatiques. Alors ça, c'est toujours très étonnant parce que les caissières, elles sont là avec des scans automatiques, mais évidemment, vous avez toujours 2-3 personnes qui viennent ici pour vous expliquer comment ça marche parce que les gens sont pas fichus de savoir comment ça fonctionne. Il y a des blocages. Bon, heureusement, la machine marche mal et ça garantit au moins un emploi, mais un emploi pour près de 5 caisses quand même. C'est vrai. Allez, on continue dans un instant le forum, cette réflexion là sur les robots. 0826 300 300 sudradio.fr si vous souhaitez participer également. Le forum, c'est fait pour vous. À tout de suite. Le forum du grand référendum. Le forum du grand référendum. Et tiens, il y avait un débat foot à l'instant là sur la victoire du TFC qui a gagné ce week-end. Apparemment, c'est pas arrivé depuis longtemps. Ah oui, le football, ça ferait un bon sujet de débat, la colère des supporters marseillais, qui sont de plus en plus drôles. J'ai trouvé d'ailleurs ces Marseillais avec leurs pancartes de chèvre pour dire leur mécontentement à l'égard des joueurs. Comment ça s'est passé à la fin du match, permettez-moi de vous dire que moi ça me fait pas beaucoup rire. Ça c'est mal fini ce match, Oui, ça c'est mal fini. Bon, voilà, des débordements. Alors évidemment, moi je suis toujours très étonné ce genre de débordement. Enfin, je veux dire, après vous faites un championnat, si vous avez peur de perdre, ou si vous avez peur de pas arriver bien classé et compagnie, le mieux c'est de faire un championnat tout seul, comme ça au moins vous êtes sûr d'arriver premier. Il y aura pas de problème. Non, mais c'est vrai, cette espèce de violence, qu'elle soit physique ou verbale, c'est pareil. Quand j'entends des injures à l'encontre des adversaires et compagnie, bon, mais il devrait prendre un petit peu c'est pas une preuve exemple en fait, sur le message délivré par François qui appelle à l'amour, parce que moi je mets les joueurs de Marseille s'ils perdent tout le temps à domicile, c'est qu'ils doivent avoir un peu la trouille aujourd'hui. Ils doivent se dire de toute façon on va se faire en même temps, siffler. quand ils ont passé la musique de Benny Hill juste avant l'entrée des joueurs sur la pelouse, c'était donc lors du match d'hier. Je suis pas sûr que les joueurs soient en condition. Après,
Après, évidemment, on pourra toujours dire, et d'ailleurs vous parliez de Toulouse à l'instant, l'entraîneur l'a fait la semaine dernière, en rappelant malgré la victoire que certains joueurs étaient grassement payés au vu des voitures de luxe qui étaient sur le parking et qu'il avait un petit peu de mal à accepter que bien certains d'entre eux ne jouent pas le jeu vu les sommes colossales qui sont en jeu et vu le salaire des joueurs. Donc on peut le comprendre, mais bon, de là en venir à des débordements comme on a vu hier à Marseille, on va quand même juste rappeler que c'est du sport, ça ne reste que du sport, et il y a des choses évidemment bien plus graves dans la vie. Et vous avez raison, Kevin Michel. Désolé, voilà. Non, mais moi, ça me stupéfait à chaque fois de voir ces réactions toujours très passionnées qu'ont les Marseillais à l'égard de leur club. Je sais pas si ça, dans d'autres clubs, ça se joue comme ça. Non, mais moi, je là-bas, constate toujours, simplement que oui, c'est à Marseille et ça touche sans arrêt le football. Vous n'avez pas ce genre de débordement sur du cyclisme, sur du rugby, sur du basket, sur du hand. Donc, pourquoi toujours le foot? Voilà, c'est la question. Mais je risque d'être méchant si je développe là-dessus. Oui, mais il faut les comprendre, les supporters marseillais. Vous aviez l'Obs, le site de l'Obs, le Nouvel Observateur, l'ex-Nouvel Observateur, qui avait fait un diaporama assez drôle, qui racontait l'état du monde la dernière fois que l'Olympique de Marseille avait gagné au Vélodrome. Et vous aviez par exemple, la dernière fois que l'OM avait gagné, Mathieu Valbuena et Karim Benzema étaient encore amis. Michel Platini était encore candidat à la présidence de la FIFA. C'est c'était dire un si autre ça date. monde. Oui, le nom de Bernie Sanders, le candidat démocrate aux États-Unis, était complètement inconnu dans le monde. Vous aviez plein d'anecdotes comme celle-ci. Et Christiane Taubira était encore ministre de la Justice. Bref, c'est vrai que le monde a changé en fait depuis cette dernière victoire marseillaise. Je ne sais même pas pourquoi on parle de foot là. Pourquoi vous avez lancé ce débat? Aucune idée, je ne sais pas. Mais enfin bon, c'est l'inspiration du moment. Jean-Marie Bordry, votre info du jour. Et on va passer sur les réseaux sociaux et sur Facebook, le réseau social numéro 1 dans le monde, qui s'inquiète parce qu'il semble que ses utilisateurs partagent de moins en moins leur vie privée sur le site. Alors de quoi on parle? On parle d'une baisse des partages de contenus originaux. C'est un peu du jargon, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et cette tendance de partage de contenus originaux, elle s'observe chez les jeunes. Je traduis, sur Facebook, les jeunes partagent de moins en moins leur humeur, leurs opinions. Qu'est-ce qu'ils font de plus en plus? Eh bien, ils partagent des articles, des photos dont ils ne sont pas les auteurs. Eh bien, ces articles et ces photos dont ils ne sont pas les auteurs, le nombre de contenus non personnels qui a augmenté de 5,5%. Voilà. Un contenu personnel, c'est quoi, par exemple? Eh bien, c'est Dimitri. Son humeur. Oui, voilà. Je prends un exemple. Dimitri, vous allez aller sur Facebook, vous allez dire. Des choses dire toujours très intéressantes. Faut quand même pas se le cacher. Exactement. Vous allez dire, oh non, c'est lundi, j'en peux plus vivement mes vacances au camping de Biscarrosse, par exemple. Ça ne peut venir que de vous. Il y a que vous qui pouvez inventer ça. Ça permet à Facebook de vous identifier, de savoir que vous avez envie de vacances dans le sud-ouest, pas loin de l'océan, et de vous envoyer des pubs ciblées qui vous intéresseront tout particulièrement et qui permettront au réseau social de se faire beaucoup d'argent. Eh bien ça, c'est typiquement le genre de contenu qu'on voit de moins en moins sur Facebook. Poster le lien d'un article de presse, par exemple, c'est le meilleur moyen de ne pas divulguer trop d'infos privées à Facebook. Ben oui, parce que vous êtes proportionnellement plus nombreux à partager ce même article et ça permet de moins vous cibler. Et ce qu'on voit de plus en plus, au-delà des articles de presse qui sont très sérieux, Dimitri, c'est aussi des partages de vidéos. Par exemple, vous, Dimitri, vous êtes typiquement dans la génération des utilisateurs de Facebook, qui jeunes et masculins. Il paraît que je suis vieux. On m'a dit que je suis génération des blogs. Alors c'est vous dire des forums. Génération forum, mais vous aurez typiquement de plus en plus tendance à partager des vidéos décalées, un petit peu stupides, que vous aurez vu passer sur Internet. Par exemple, une vidéo qui montre un type un peu grassouillé sauter en bombe dans une piscine et éclabousser tous les gens qui sont autour de vous. Ça, c'est drôle, mais ça ne rapporte pas grand-chose à Facebook. Est-ce que vous croyez que si je mets vivement mes vacances gratuites au Panama, il y a moyen d'avoir des pubs gratuites pour aller au Panama? Je pense que vous allez être ciblé, oui, effectivement. Oui, et un rappel des impôts aussi. Probablement, en tout cas, une visite d'un inspecteur des impôts. En tout cas, le réseau social n'a pas du tout envie de devenir un vulgaire site de partage d'articles. Vous savez, un agrégateur de contenu. C'est pas pour ça que Facebook a été inventé. Parce que moins vous en dites sur vous-même, eh bien, moins on vous identifie. Et si on ne sait plus quels sont vos centres d'intérêt bien personnels, eh bien, c'est plus difficile de vous envoyer des publicités ciblées. Ça a l'air comme ça assez drôle, mais en fait, Facebook prend ça très au sérieux puisque des informations confidentielles ont fuité et une équipe dédiée a même été rassemblée pour résoudre ce problème. Et le réseau social qui a peur finalement d'être surpassé, d'être ringardisé par les autres réseaux sociaux qui existent. Snapchat, par exemple, qui vous permet d'envoyer des photos, des photos qui s'autodétruisent et que vous envoyez à un cercle de contacts particulièrement bien défini. Alors comme quoi, poster des vidéos débiles sur Facebook, c'est un acte de résistance en faveur de la défense de vos informations privées et vous n'avez pas le droit de supprimer votre compte Facebook, je l'ai déjà dit, mais vous savez qu'on vous demande des comptes quand même. Moi j'ai supprimé mon compte, mais pourquoi vous partez? Vous avez tout un questionnaire qui vous demande
demande si vous allez revenir ou pas. Votre compte qui reste un peu actif. Enfin voilà, vous êtes en tôle, quoi. Hein. Facebook, ça rigole pas. Hein. Oui, on peut, mais c'est vrai que ça prend du temps. Hein. C'est une procédure assez lourde. Bon, le plus simple, c'est d'arrêter d'y aller. Comme ça, c'est réglé. Hein, Kevin Michel, je sais pas, c'est ce que j'ai fait. Suggestion. Voilà. Non, mais c'est vrai que vous c'est très intéressant ce qu'on raconte. Voilà. Alors que Dimitri Pavlenko continue à militer en partageant des vidéos rigolotes et décalées de